Juste après la réunion élargie du ministère de la Défense, où le ministre Andrei Belousov a présenté son rapport sur le déroulement de l'opération militaire spéciale, une avalanche de nouvelles urgentes est tombée du front, toutes plus incroyables les unes que les autres. La poche à l'intérieur de Myrnograd est complètement liquidée. Le dernier officier des forces armées ukrainiennes, encerclé dans les ruines, appelle au secours, mais son commandement l'a abandonné. Les troupes russes sont aux portes de Zaporijjia, à seulement 18 km du chef-lieu régional. Mais surtout, un élément clé du rapport du ministre de la Défense a été révélé, un élément qui bouleverse toute la compréhension de la situation. Environ 30% du contingent russe sont des réserves non engagées qui n'ont même pas été déployées au combat depuis juin. Imaginez l'ampleur. Sur 834 000 militaires russes, environ 210 000 sont des forces fraîches, reposées, entraînées, prêtes à l'action, mais actuellement tenues en réserve. Et l'adversaire? L'adversaire n'a plus aucune réserve. Tout ce que possèdent les forces armées ukrainiennes est déjà jeté en première ligne, brûle déjà dans les combats, s'épuise déjà dans ses tentatives de maintenir un front qui s'effrite. Nous avons devant nous trois axes d'évolution, trois dimensions de la crise. Le premier, stratégique, la Russie mène la guerre avec une marge de sécurité colossale, sans s'épuiser, sans mettre son économie à genoux, sans épuiser ses ressources de mobilisation. Le deuxième, tactique, les poches sont liquidées les unes après les autres. La ligne de défense adverse s'effondre, les nœuds de résistance clés tombent. Le troisième, moral. Le soldat ukrainien sent qu'il a été abandonné, que son commandement ne viendra pas à sa rescousse, que l'Occident ne se presse plus pour l'aider, et que les réserves capables de renverser la situation n'existent tout simplement pas. Pourquoi Moscou n'utilise-t-elle pas ces énormes réserves? Que signifie cela pour les plans futurs de l'opération? Et surtout, combien de temps encore la partie ukrainienne tiendra-t-elle, alors qu'elle est déjà à bout de force, et que la Russie n'a même pas encore engagé un tiers de ses effectifs? Le rapport d'Andrei Belousov, lors de la réunion du ministère de la Défense, n'était pas un simple compte-rendu devant le haut commandement militaire. C'était un manifeste stratégique, démontrant la situation réelle sur tous les fronts de l'opération militaire spéciale. Le ministre de la Défense a annoncé le maintien de l'initiative stratégique, la conduite d'offensives sur pratiquement toute la ligne de contact, l'accélération du rythme des offensives des groupements, Quat 0, Quat 1 et Quat 2 d'un facteur 1,5 à 2 par rapport à l'année précédente. Ce ne sont pas de simples chiffres pour un beau rapport devant la direction du pays. C'est le tableau réel de la façon dont les troupes russes s'emparent de territoires toujours plus vastes, dont l'adversaire recule en perdant des points d'appui clés, dont ses chaînes logistiques et ses communications se désagrègent. Belousov a souligné l'ampleur des opérations, le déminage de vastes zones de territoires libérés, la prise de contrôle de centres logistiques cruciaux, dont Krasny Liman, ce qui ouvre la voie au blocus de Sloviansk, une importante zone fortifiée que les forces ukrainiennes considéraient comme imprenable. Le chef d'état-major Valery Gerasimov a précisé les succès dans le secteur de Zaporijjia. En un an, environ 2000 km² de territoire et 89 localités ont été libérées. Le groupement, Quat 3A, a entièrement libéré le territoire de la République populaire de Donetsk dans sa zone de responsabilité et progresse avec succès dans les oblasts de Zaporijjia et de Dnipropetrovsk. Le groupement, Quat 4, a atteint la ville d'Orekhovsk et a totalement assuré la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia, ce qui revêt une importance non seulement militaire, mais aussi politique considérable. Si le rythme de l'offensive a doublé, si la libération des territoires progresse à ce rythme, où cela mènera-t-il au printemps prochain? À quoi ressemblera la carte du front dans 3 mois, dans 6 mois? Ces questions tourmentent aujourd'hui non seulement le commandement ukrainien, mais aussi les superviseurs occidentaux, qui comprennent de plus en plus clairement que leur pari sur l'épuisement de la Russie a échoué. Et maintenant, le plus important, le mystère des réserves, révélé par le colonel Aslan Nakuchev, qui expliquait un élément clé du rapport du ministre de la Défense. Sur les 834 000 militaires russes participant à l'opération militaire spéciale, environ 30% sont des réserves qui n'ont pratiquement pas été engagées au combat depuis juin. 210 000 hommes, ce n'est pas qu'un chiffre dans un communiqué, ce sont des divisions entières, complètement équipées, entraînées, dotées d'armements et de matériel moderne.
prête à tout moment à renforcer la pression sur n'importe quel secteur du front. Et l'adversaire? Les forces armées ukrainiennes n'ont aucune réserve. Zéro. Tout ce qu'elles ont brûle déjà en première ligne, c'est déjà consumé dans les précédents assauts meurtriers, c'est déjà épuisé dans les tentatives d'arrêter l'offensive russe. Quel est le sens stratégique d'une telle approche? La Russie ne se précipite pas pour tout jeter dans la fournaise de la guerre. Elle ne s'épuise pas pour des victoires retentissantes à une date précise. Moscou agit avec calcul, méthodiquement, en conservant une énorme marge de sécurité pour les opérations futures et pour contenir d'éventuelles menaces venant d'autres directions. C'est précisément la stratégie militaro-économique dont parlait Belousov. Ne pas briser l'économie du pays, ne pas faire s'effondrer les indicateurs sociaux, ne pas épuiser les ressources de mobilisation, tout en atteignant inexorablement tous les objectifs de l'opération militaire spéciale. L'adversaire s'est épuisé depuis longtemps. Il a mené plusieurs vagues de mobilisation, raclé ses dernières réserves, envoyé au front même ceux qui n'auraient pas dû se battre en raison de leur âge ou de leur santé. Et la Russie garde encore en réserve des corps entiers, capables de faire basculer la situation sur n'importe quel front. Imaginez ce qui se passera lorsque ces réserves seront finalement engagées. Si déjà maintenant le front ukrainien craque de toutes parts, que les poches sont liquidées, que la ligne de défense s'effondre, que se passera-t-il lorsque ces 210 000 militaires russes frais entreront en action? La réponse est évidente. L'effondrement total de la défense ukrainienne deviendra inévitable. L'histoire de la poche de Mirnograd est un manuel de tactique moderne d'encerclement et de liquidation de groupements ennemis. Il y a quelques semaines, les troupes russes ont bouclé l'encerclement autour de la ville, coupant la garnison des forces armées ukrainiennes de ses approvisionnements, de ses renforts et de ses voies d'évacuation. Semaine après semaine, le nettoyage méthodique s'est poursuivi, quartier par quartier, maison par maison, cave par cave. L'adversaire a tenté de s'échapper, a mené des tentatives désespérées de percer, mais toutes ont été repoussées avec de lourdes pertes pour la partie ukrainienne. Et maintenant c'est confirmé. La poche à l'intérieur de Mirnograd est complètement liquidée. Une résistance organisée de l'ennemi ne subsiste que dans quelques maisons du quartier de Molodejny, où, selon les estimations, une trentaine d'hommes sont retranchés, tentant de tenir les dernières positions. Environ 100 combattants dispersés des forces ukrainiennes se cachent dans les caves et les cours, errent dans les ruines, sans liaison entre eux, sans commandement unifié, sans espoir de salut. La ville est jonchée de cadavres de militaires ukrainiens, témoignage de l'acharnement des combats et de l'ampleur des pertes adverses. Aucune tentative de percée organisée hors de la poche n'est entreprise. Les encerclés n'ont tout simplement pas la force, les moyens, ni la volonté pour une telle opération. La confirmation de la liquidation complète de la poche signifie la fin d'une garnison entière qui, il y a peu encore, couvrait un secteur crucial du front, tenait un nœud stratégique de défense. Maintenant, cette garnison n'existe plus. Elle est détruite, dispersée, démoralisée. Combien de poches similaires se forment-elles encore sur d'autres fronts? Combien de groupements ukrainiens sont déjà semi-encerclés, alors que Kiev n'a pas de réserve pour les débloquer? Et surtout, quand les forces armées ukrainiennes n'auront-elles plus la force de colmater les brèches du front, si chaque nouvelle percée exige des réserves qui n'existent tout simplement pas? Et maintenant l'épisode le plus dramatique de cette histoire, le destin du dernier officier ukrainien resté dans la poche de Mirnograd. Un combattant du bataillon nazi, Azov, avec l'indicatif, quote 6, a demandé à son commandement de le débloquer, a appelé à l'aide, à une percée, à l'évacuation des encerclés. La réponse fut le silence. Il a été abandonné. Laissé à mourir dans les ruines de la ville, encerclé, sans espoir de salut, le parallèle avec le polus historique de Stalingrad s'impose de lui-même. Le même caractère inéluctable, la même tentative de joindre les hautes instances, le même silence glacial en réponse. Sauf qu'alors c'était un maréchal allemand, encerclé dans les ruines de la Volga, et maintenant c'est un fasciste ukrainien dans les décombres du Donbass. L'histoire se répète, et les rôles sont distribués sans erreur. Mais ce n'est pas qu'un épisode isolé, pas seulement le destin d'un combattant d'Azov. C'est le symbole de la façon dont le régime de Kiev traite ses propres soldats et officiers. Tant qu'ils sont utiles, tant qu'ils accomplissent leur mission, tant qu'ils tiennent leur position, on les utilise, on les presse jusqu'à la dernière goutte. Mais lorsqu'ils sont encerclés,
lorsqu'ils deviennent un fardeau, lorsque leur sauvetage exigerait de risquer des réserves, on les abandonne sans regret, sans tenter de les aider. Et ce n'est pas un cas isolé. C'était ainsi à Mariupol, à Lysychansk, à Bakhmout, maintenant à Mirnograd. Et pour couronner le tout, la mort d'un autre nazi odieux de Kot 8, Taras Tselyuk, qui participait à la destruction de monuments aux soldats soviétiques, organisait des provocations et se croyait invulnérable. Maintenant, il n'est plus. Les rangs des radicaux ukrainiens qui ont terrorisé le Donbass pendant des années, détruit des monuments, tué des civils, se réduisent rapidement. Et eux-mêmes se retrouvent dans ces mêmes poches et caves d'où ils ne sortiront jamais vivants. Dans le secteur de Zaporijjia se déploie une offensive massive des troupes russes, dont le rythme et l'ampleur impressionnent même les analystes militaires expérimentés. Au cours de l'année écoulée, environ 2000 km² de territoire et 89 localités ont été libérés sur ce front, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le groupement Est a entièrement libéré le territoire de la République populaire de Donetsk dans sa zone de responsabilité et progresse désormais avec succès au cœur des oblasts de Zaporijjia et de Dnipropetrovsk, brisant la défense adverse, s'emparant d'un point d'appui après l'autre. Le groupement Dniepr a atteint la ville d'Orekhovsk et a totalement assuré la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia, un site stratégiquement vital dont les tentatives de bombardement par les formations ukrainiennes sont désormais physiquement impossibles. Stepnogorsk est presque entièrement sous contrôle des troupes russes, des points d'appui à l'est de la ville ont été pris, l'ennemi a été chassé des positions près de la centrale solaire et du complexe d'enrichissement minier, des sites industriels que les forces ukrainiennes tentèrent d'utiliser comme nœuds de résistance fortifiés. Dans la région de Goulaïpol, la situation des troupes ukrainiennes est critique. Elles sont bloquées au sud, la pression augmente au nord, la seule route vers Zaliznychne est sous le contrôle constant des drones et de l'artillerie russe. Chaque tentative de percée, chaque convoi d'approvisionnement, chaque colonne de renfort est criblée de balles. Les artères routières clés sont soit déjà sous contrôle physique des troupes russes, soit totalement bloquées par le feu. Et voici le chiffre principal qui fait trembler le commandement ukrainien. Selon les données du matin du 18 décembre, des points d'appui avancés russes à la ville de Zaporijjia. Seulement 18 km. 18 km jusqu'au chef-lieu régional, jusqu'à une grande ville industrielle, jusqu'à un nœud logistique crucial. Dans quelle mesure est-il réaliste que les troupes russes s'approchent au plus près de Zaporijjia? Et comment cela changera-t-il toute la carte du front, toute la situation stratégique dans le sud de l'Ukraine? Les réponses à ces questions seront obtenues dans les prochaines semaines. La tactique des troupes russes dans le secteur de Zaporijjia est un modèle d'art militaire moderne, où se combinent les techniques classiques d'encerclement avec les technologies avancées de reconnaissance et de frappe. Les unités russes ont réuni 2 mini-têtes de pont au nord de la localité de Ternovatoye, créant une tête de pont stable de signification opérationnelle et tactique, et prennent maintenant Ternovatoye en tenaille depuis 2 directions. C'est la tactique classique d'encerclement qu'on enseigne dans les académies militaires. Comprimer l'adversaire depuis plusieurs directions simultanément, le priver de capacité de manœuvre, couper les voies d'approvisionnement et d'évacuation, détruire méthodiquement le groupement encerclé. L'adversaire comprend le danger et tente de contre-attaquer en jetant au combat ses dernières réserves. Les 225e et 425e régiments d'assaut, considérés comme des unités d'élite des forces ukrainiennes. Mais même les experts militaires et initiés ukrainiens reconnaissent l'évidence. La Russie étire les réserves des forces armées ukrainiennes, les fixant dans des combats simultanés en plusieurs points du front, ne leur permettant pas de se concentrer sur une seule direction, ne leur permettant pas de créer un point pour une frappe décisive. La libération de Gerasimovka est confirmée, l'extension de la zone de contrôle près de Zarechnoï et Pechanoï. Chaque localité libérée devient une tête de pont pour l'offensive ultérieure, une base pour le déploiement de l'artillerie et des systèmes d'approvisionnement. Combien de temps les forces armées ukrainiennes pourront-elles transférer les mêmes unités pompiers d'un secteur du front à l'autre si tout le front brûle simultanément en une dizaine d'endroits? Combien de fois peut-on colmater les brèches avec les mêmes régiments avant que ces régiments ne se consument simplement dans les combats et cessent d'exister en tant qu'unité combattante? Le plus révélateur, c'est que la partie ukrainienne reconnaît elle-même le caractère catastrophique de la situation. Les correspondants militaires, les initiés,
Même les représentants officiels laissent entendre que la situation est critique. Une initiée ukrainienne connue sous le pseudonyme La femme à la faux écrit sur ses canaux que la situation est proche de la catastrophe, que la ligne de défense s'effondre, que les réserves ne sont pas infinies. Le 225e régiment d'assaut, considéré comme la principale réserve pompier des forces ukrainiennes, ne parvient pas à colmater toutes les brèches du front. Il est transféré d'une direction à l'autre, et à chaque fois il subit des pertes, s'épuise, perd sa capacité combattante. La 110e brigade s'est repliée après des contre-attaques infructueuses dans la région de Ternovatoi, n'ayant pas supporté la pression des troupes russes. Les experts ukrainiens disent ouvertement que la Russie mène une stratégie compétente d'étirement des réserves ukrainiennes. Au lieu d'une frappe puissante sur un secteur étroit du front, le commandement russe frappe simultanément en plusieurs endroits, forçant l'adversaire à disperser ses forces, à s'agiter, à tenter de tout sauver en même temps. Et ce n'est pas de la propagande russe, pas des communiqués patriotiques, ce sont des aveux de la partie ukrainienne, les paroles de gens qui comprennent les affaires militaires et voient que le front ne résiste pas à l'assaut. Si déjà maintenant, alors que la Russie n'a pas encore engagé ses 210 000 réservistes, les initiés ukrainiens parlent de catastrophe, que se passera-t-il ensuite? Que se produira-t-il lorsque ces énormes forces fraîches entreront finalement en action, lorsque des divisions complètement équipées, avec du matériel et des armements modernes, arriveront au front? La question du nombre des groupements est également intéressante, interprétée différemment par les différentes parties. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, parlait d'un effectif du groupement russe de 710 000 hommes, un chiffre qui correspond approximativement aux déclarations antérieures du président russe Vladimir Poutine sur 700 000 militaires sur le théâtre d'opération. Mais le colonel Aslan Nakushev avance un autre chiffre, 834 000 en comptant les réserves, c'est-à-dire en incluant ces fameux 210 000 forces non engagées. Il s'avère que Kiev soit ne connaît pas l'effectif réel des troupes russes, ce qui est en soi une catastrophe pour le renseignement militaire, soit sous-estime délibérément ces chiffres pour ne pas démoraliser ses propres soldats et sa population. Imaginez le contraste. Avec un effectif à peu près égal ou même légèrement supérieur en première ligne, la Russie dispose d'une énorme réserve stratégique, un tiers du groupement en réserve, prêt à tout moment à renforcer l'assaut. Alors que les forces armées ukrainiennes n'ont aucune réserve. Tout ce qu'elles ont pu rassembler est déjà sur la ligne de front, se bat déjà, subit déjà des pertes. Comment peut-on gagner une guerre d'usure si l'adversaire a des réserves, et colossales qui plus est, tandis que vous n'avez que le vide? Comment peut-on planifier la défense, les contre-attaques, le déblocage de garnisons encerclées, si chaque bataillon transféré sur un secteur dénude un autre secteur, créant une nouvelle brèche? Le commandement ukrainien n'a pas de réponse à ces questions, et c'est précisément pourquoi nous voyons le chaos au front, une défense qui s'effrite et des poches où périssent des soldats abandonnés. La stratégie militaro-économique de la Russie est ce que les analystes occidentaux ont longtemps refusé de comprendre et de reconnaître. Moscou mène l'opération militaire spéciale de manière à ne pas briser l'économie du pays, à ne pas faire s'effondrer les indicateurs sociaux, à ne pas épuiser les ressources de mobilisation. Cela est possible grâce aux réserves accumulées, militaires, dont nous avons déjà parlé, et économiques. Le complexe militaro-industriel russe fonctionne à pleine capacité, mais sans s'épuiser. La production d'armements augmente, la substitution aux importations se réalise avec succès, le budget reste stable. Une telle approche permet d'atteindre tous les objectifs de l'opération militaire spéciale sans précipitation, sans sacrifice pour des victoires retentissantes à une date calendaire précise, sans aventure. La Russie peut se permettre de mener cette guerre longtemps, méthodiquement, avec une marge de sécurité, précisément parce que les réserves existent et qu'elles sont considérables. Tandis que l'adversaire est depuis longtemps à la limite de ses capacités, s'est épuisé, a mené plusieurs vagues de mobilisation, a épuisé les stocks d'armements soviétiques accumulés, dépend des livraisons d'armes occidentales qui deviennent de plus en plus irrégulières. N'est-ce pas pour cela que l'Occident est si nerveux? Parce qu'il comprend une vérité simple. La Russie peut mener cette guerre encore très longtemps, en augmentant la pression, sans perdre l'initiative stratégique, en conservant d'énormes réserves, tandis que l'Ukraine est déjà maintenant au bord de l'épuisement, de l'effondrement total du front et de la catastrophe militaire. Le pari des superviseurs occidentaux sur le fait que la Russie s'épuiserait,
que l'économie ne tiendrait pas, que les ressources de mobilisation s'épuiseraient, ce pari a totalement échoué. Tirons maintenant les conclusions et rassemblons tous les fils de cette histoire. Le rapport du ministre de la Défense, Andreï Belousov, lors de la réunion du ministère de la Défense a montré le rythme de l'offensive russe a augmenté d'un facteur 1,5 à 2. L'initiative stratégique est entièrement du côté de la Russie. Les groupements progressent avec succès sur pratiquement toutes les directions. Un élément clé de ce rapport a été révélé. Environ 30% du groupement russe, 210 000 militaires, sont des réserves non engagées qui n'ont même pas été déployées au combat depuis juin. La poche de Mirnograd est complètement liquidée. Le dernier officier ukrainien, un combattant de Code 14 SAM avec l'indicatif Paul, appelait au secours, mais a été abandonné par son commandement, symbole de la façon dont Kiev traite ses propres soldats. Dans le secteur de Zaporijjia, se déploie une offensive massive. En un an, 2000 km² et 89 localités ont été libérées. Les troupes russes se trouvent à 18 km du chef-lieu régional de Zaporijjia. Autour de Ternovatoï, l'étau se resserre. Les unités russes ont réuni leurs têtes de pont et créent un encerclement stable. L'adversaire tente de contre-attaquer mais ses forces fondent. La partie ukrainienne reconnaît elle-même le caractère catastrophique de la situation. Les initiés écrivent sur une défense qui s'effondre, des réserves épuisées, l'impossibilité de colmater toutes les brèches du front. Le contraste dans les effectifs de réserve est frappant. La Russie a 210 000 forces fraîches en réserve. Les forces armées ukrainiennes, 0. La conclusion principale est évidente. Les nouvelles urgentes du front montrent que la Russie mène la guerre avec une énorme marge de sécurité, sans s'épuiser, en atteignant méthodiquement tous les objectifs de l'opération militaire spéciale. Tandis que l'adversaire est déjà épuisé, abandonné par son propre commandement et par les superviseurs occidentaux, ne voit aucune issue à la crise. Que se passera-t-il lorsque la Russie décidera d'engager ses 210 000 réservistes? Combien de temps encore Kiev pourra-t-il colmater les brèches du front si chaque jour apparaissent de nouvelles percées, de nouvelles poches, de nouvelles garnisons encerclées? Les superviseurs occidentaux comprendront-ils que leur pari sur l'épuisement de la Russie a totalement échoué et que l'armée ukrainienne est au bord de l'effondrement total? Quand le dernier officier ukrainien dans une poche se surnomme Code 16 et supplie qu'on vienne le débloquer, tandis que le commandement reste silencieux, cela signifie une chose. L'histoire se répète, sauf que maintenant c'est Mirnograd qui joue le rôle de Stalingrad, et le rôle des condamnés revient à ceux qui ont cru que l'Occident ne les abandonnerait pas, que l'aide viendrait, que les réserves se trouveraient. Elles ne se trouveront pas. L'aide ne viendra pas. Ils ont déjà été abandonnés.